De quoi allez-vous nous parler, Marc-André? Eh bien, il semblerait que ce soit les compagnons des arbres. Eh bien, je pense aussi. Alors, pendant que Laurent Tillon va écrire le chêne et le hêtre, moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce petit peuple qui construit les arbres et qui fait qu'on ne peut pas voir les arbres comme des organismes à part entière, mais qu'ils sont bel et bien des écosystèmes dont le fonctionnement dépend de ce qu'ils abritent et de la nature de ce qu'ils abritent. Alors, c'est vrai que quand on voit ces arbres, en fait, on ne voit rien de ce que je vais vous montrer. Donc là, on ne voit pas effectivement tout ce dont je vais vous parler pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est trop loin, il faut regarder de près. Et la deuxième, c'est qu'une partie est sous terre, donc même de près, on ne le verrait pas. Il y a donc un certain nombre de mauvaises nouvelles parmi les organismes qui peuvent s'associer aux arbres. Donc, la première chose, c'est qu'il y a notamment toutes ces maladies qui se développent sur des feuilles restées vivantes. Je pense par exemple au blanc du chêne, qu'on trouve aussi en ville sur les platanes. Alors évidemment, là, les feuilles ne meurent pas, c'est des champignons qui ne vivent que sur des feuilles vivantes, donc ils ne les tuent pas, par contre, ils les exploitent, et il y a une perte pour l'organisme. Donc, dans les dégâts qu'on voit sur les feuilles, il y a des fois des petits acariens qui produisent ces déformations. En fait, c'est un gaufrage de la feuille. Dedans, il y a des acariens qui sucent le contenu des poils, qui d'ailleurs prolifèrent dans ces petites hernies. Là, on a un autre exemple. Cette fois-ci, c'est un insecte qui mange des parties vivantes. Alors évidemment, l'arbre ne meurt pas là, simplement il est affaibli et des ressources sont détournées, en l'occurrence ici, pour faire l'épaisseur protectrice de la larve. Et puis la nutrition, puisque cette larve, elle va manger à l'intérieur, bon là elle est en pupée, mais elle va manger à l'intérieur une partie charnue de cette déformation. Alors ces déformations-là s'appellent des galles, et vous avez sans doute joué avec ces déformations étant plus jeune, comme avec des billes. Ce sont en fait des bourgeons modifiés là. Ce sont carrément des bourgeons modifiés, dont les petites écailles ici sont tout simplement les écailles du bourgeon modifié en petites pointes. Alors, tout ça, c'est des mauvaises nouvelles, et les mauvaises nouvelles peuvent être vraiment très mauvaises. Il y a des fois des attaques qui tuent l'arbre. Ce qui tue beaucoup d'arbres, alors pas les arbres des forêts gérées parce qu'on les récolte avant, c'est qu'ils deviennent creux à cause de champignons qui se sont introduits, et je vous dirai tout à l'heure comment ils se sont introduits, qui se sont introduits dans le tronc et qui ont commencé à manger la partie morte qui était à l'intérieur. On évoquait ça, l'arbre est un zombie, la plupart de ces tissus sont morts, au moins dans le tronc. Et une fois que c'est fragilisé, eh bien, l'arbre casse, tombe, et on voit comme un chant de triomphe, on voit le champignon, qui ici est un amadouvier, on le voit proliférer, et sur ce qui reste en place, la chandelle, et sur ce qui a été renversé, qui est tombé, ce qu'on appelle le volis. Les deux sont dévorés par un organisme qui tue, puis dévore l'arbre. Donc ça, c'est les mauvaises nouvelles. Alors, des mauvaises nouvelles, il y en a aussi des introduites, et on a mentionné la calarose du frêne, ici, introduit avec des frênes de Mandchourie qui tuent nos frênes. La réponse que propose l'ONF, c'est de ne plus planter de frênes, c'est dire combien on est démunis par rapport à cette maladie. On peut penser à la maladie de l'orme, on peut penser au chancre coloré du platane, on peut penser à la mort subite du mélèze, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des très mauvaises nouvelles pour les arbres, et là, ça les tue. Ça, c'est quelque chose qu'on a très tôt repéré, ces organismes qui, sans tuer ou en tuant, nuisent à la plante. Mais, alors, dernier exemple, parce qu'on parle, on parle d'essences qui poussent bien, le Douglas a été rattrapé par un parasite de son aire d'origine qui fait rougir les aiguilles. À l'intérieur, il y a plein de larves de ce petit diptère. Alors, c'est très joli, parce que ça, transitoirement, votre Douglas devient un sapin de Noël rouge. C'est très joli de loin, mais après, il commence à pousser moins bien. Et ça, c'est l'histoire d'une plante qu'on a introduite, qui réussit, et puis qui finit par être rattrapée par ses ennuis qu'elle avait cru abandonner dans son aire d'origine. Bon, ça, c'était les mauvaises nouvelles. Mais si elles sont facilement détectables par les problèmes qu'elles posent aux forestiers ou les symptômes qu'elles engendrent, elles ne doivent pas cacher les bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles, il y en a notamment dans le sol. Et ces bonnes nouvelles, on ne les voit pas parce que le sol, évidemment, les cache, mais on les a découvertes sans le savoir, en réalité, lorsqu'on a tenté d'introduire des pins en Afrique
et en Amérique du Sud, parce que les Européens arrivaient avec des bateaux qui avaient souffert de la traversée, et ils savaient que les pins poussaient vite, partout, avec un bois plein de résine qui était très propre à réparer les bateaux. Sauf que, quand on plantait des graines, elles ne poussaient pas. Enfin, elles germaient, elles faisaient quelques aiguilles qui jaunissaient, et puis tout ça mourait ou végétait jusqu'à mesurer cette hauteur-là, 30 cm à l'âge de 15 ans. Pas vraiment des pins dont on fait des bateaux. En fait, le problème a été réduit de façon pragmatique. Les gens ont introduit des pins déjà enracinés, qui poussaient déjà, des petits pins. Ils les ont introduits et ils ont continué de pousser, ces pins. Ils ont continué de pousser tout simplement parce que, sans le savoir, on a amené des champignons du sol qui étaient nécessaires et qui n'existaient pas dans ces contrées-là. C'est ces champignons qu'avec Francis Martin, on passe notre temps à étudier, ces champignons forestiers communs chez nous, ce qui fait que chez nous, les arbres finissent toujours par germer, mais rares là-bas. Ces champignons s'associent avec les racines en un organe mixte qu'on appelle la mycorhize, c'est-à-dire un organe qui contient myco du champignon et rhiza de la racine cachée au sein de ça. Vous voyez plutôt la coupe en long. Sur cette coupe en long, vous voyez très bien le manchon de champignon qui pénètre entre les cellules les plus corticales de la racine, dont les cellules sont très très grosses ici. Et vous voyez la zone conductrice de sève et la zone en croissance. Tout ça enveloppé dans une chaussette de champignons qui, en fait, va faire les courses dans le sol pour la plante. En échange d'un petit peu de sucre, ces champignons vont chercher de l'eau et des sels minéraux. Et ça, c'est vital. Ça veut dire que des plantes comme les pins ne savent pas pousser sans ces champignons. Ça ne se voit pas chez nous, parce que ces champignons arrivent toujours. Mais quand par chance, on n'a pas les champignons, ou par malchance, on n'a pas les champignons, là, on se rend compte que c'est une association vitale. Vitale, car aussi protectrice. Alors, regardez plutôt. Ici, on va faire pousser de l'eucalyptus. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée partout, mais c'est un bon modèle expérimental. On va le faire pousser dans un sol sans calcium et avec calcium, mais mycorhizé. Alors vous voyez que ça pousse bien tout le temps. L'eucalyptus, il supporte le calcaire. Ça pousse juste un chouïa moins quand c'est en sol calcaire, parce qu'il y a des mycorhizes et bon, ça pousse bien. Maintenant, je retire les mycorhizes et je recommence l'expérience. Alors, allons-y. On voit que quand il n'y a pas de calcium, et qu'il n'y a pas de mycorhize, ça pousse 2 fois moins. Bon, ça pousse quand même. C'est pas génial parce que l'arbre se nourrit mal, mais ça pousse quand même. Quand on a du calcium et qu'on retire les mycorhizes, ça pousse 10 fois moins. En fait, beaucoup d'essences se protègent du calcaire parce que leurs racines sont enveloppées d'une chaussette de champignons qui gère elle-même le problème du calcium. C'est un problème de champignons et plus de plantes, ce qui fait qu'au cours de l'évolution, beaucoup d'arbres vêtus de chaussettes sur toutes leurs racines fines, ont oublié comment gérer le calcium et le font plus eux-mêmes. Voilà l'histoire. Alors, je voudrais vous montrer aussi des résultats qui nous ramènent à la coopération. Il y avait cette question de savoir la tension entre la coopération et la compétition. Quand il y a des vieux qui ont des mycorhizes, et donc qui ont ces champignons, ils inoculent les plus jeunes. Et c'est une des façons sans doute dont la coopération se fait le plus. Il n'y a pas de transfert de ressources. Mais simplement, les vieux ont payé les champignons qui sont établis dans le sol et dont les filaments vont chercher à manger. Et les jeunes s'y connectent, regardez plutôt. En l'absence d'adultes, vous avez beaucoup moins de racines mycorhizées qu'en présence d'adultes, parce que les adultes ont nourri des champignons qui colonisent plus facilement les racines. Et le résultat ne se fait pas attendre sur la nutrition. Vous voyez qu'en présence d'adultes, les teneurs en phosphore et en azote sont plus élevées dans les plantules que s'il n'y a pas d'adultes. C'est de l'entraide indirecte. Ce n'est pas vraiment un flux. Les jeunes ne biberonnent pas les adultes, mais dans beaucoup de cas, ils sont aidés. Et c'est ce qu'on appelle un effet pouponnière, ici, chez le chêne rouge. Bon, ces bonnes nouvelles, ces partenaires qu'on trouve sous terre, on les a aussi du sol au plafond, c'est-à-dire jusqu'aux feuilles. Alors, levons la tête un petit peu, regardons ces feuilles, et réalisons que les feuilles sont bourrées de microbes. Oui, les feuilles, c'est plein de petits trous qui permettent au gaz de diffuser, gaz qui vont permettre la photosynthèse ou encore la respiration. Et d'ailleurs, vous voyez que sur cette coupe-là, vous avez les cellules en brun et ces zones lacuneuses en noir. Là, il n'y a pas de matière, c'est l'air qui passe et qui permet la photosynthèse et la respiration. Eh bien, vous voyez colorés en vert les filaments de champignons qui sont très abondants, qui se nourrissent de petits morceaux de la capsule externe, ce qu'on appelle la paroi de la cellule. Ils vivent là, c'est leur milieu de vie et comme vous entretenez votre immeuble, ils ont tout intérêt à ce que cet endroit persiste. Plus il persiste, plus ils vivront longtemps, plus ils vivront avec beaucoup de descendants. C'est comme dans les contes. Et donc, d'un point de vue de biologie évolutive, c'est un mécanisme tout simple qui fait que plus ils protègent la feuille,
plus ils ont de descendants, et donc les capacités de protéger les feuilles contre les herbivores sont sélectionnées. Beaucoup de ces champignons sont toxiques. Une bonne partie de la toxicité de l'if, par exemple, vient des champignons qui habitent là-dedans. Vous voyez que dans une feuille de plante d'arbre tropical, vous avez jusqu'à une centaine d'espèces. Elle rentre tout simplement par les petits orifices, les stomates, par lesquels les systèmes aérifères internes communiquent avec l'extérieur. C'est aussi par là que rentrent les maladies, mais il n'y a pas que des maladies qui rentrent par là. Et ça peuple la feuille, et ça fait de la feuille un écosystème microbien, aussi d'ailleurs peuplé de tas de bactéries qui ont des rôles protecteurs, et aussi, pour les méthylobactéries des feuilles, des rôles producteurs d'hormones. Ça aide la plante à produire ces hormones, notamment ces cytokinines. Donc il y a là tout un petit peuple qui est aussi en train d'aider les feuilles. Ça nourrit pas la feuille, là, mais ça la protège et ça l'aide à fonctionner biochimiquement. Alors, il y a aussi sur la feuille une chose que l'on voit facilement si on prend une feuille et qu'on la retourne, chez toutes les espèces d'arbres de nos forêts, quelle que soit la famille à laquelle ils appartiennent, érables, hêtres, même les cornouillers, il y a des petites touffes de poils à la divergence de nervures qui sont peuplées par des acariens, qui se réfugient là pour muer, donc il y a toutes leurs ordures, là il y a toutes leurs vieilles peaux, il y a aussi leurs œufs, je pense que ça c'est un œuf. Ces petites logettes sont des domaties, du latin domus, la maison, ce sont des refuges à acariens. Les acariens sont attirés par ces refuges. Si vous les enduisez, ces refuges, de cire, il n'y a plus d'acariens qui viennent, et ils ne se protègent plus. Ils ne peuvent pas se protéger, donc ils ne viennent pas. Et puis, ces acariens qui habitent dans les domaties, eh bien, ils sortent de temps à autre pour manger, et quand ils mangent soit des germinations de champignons qui vont attaquer les feuilles, ou des acariens ou des petits insectes phytophages. Évidemment, ils ne mangent pas des gros insectes, mais ils mangent les plus petits prédateurs, et on pense, enfin les plus petits phytophages, et on pense qu'en gros, l'économie de carbone que représente, d'après certaines expériences qui ont été réalisées, l'économie de carbone que représente leur alimentation, qui débarrasse la plante de tout ce qui pourrait détourner les produits de photosynthèse de la vie de la plante, c'est 10% de la photosynthèse qui serait épargnée par leur présence. Alors, des acariens, bon, et quoi d'autre encore ? Eh bien, il y a aussi des agents qui permettent de former l'arbre, parce que l'arbre, n'est-ce pas, il a un tronc qui est lisse, et ça c'est bizarre, parce qu'au début il avait des branches basses. D'ailleurs, s'il est en pleine lumière, il garde ses branches basses. On le disait avec certains qui se baladaient ce matin avec moi dans le parc devant le musée des Beaux-Arts, où sont passées les branches basses sur des arbres de forêt. Alors évidemment, il n'y a pas de lumière, elles dépérissent, elles sont faiblardes ou elles meurent, mais avant tout, elles sont attaquées par des champignons qui vont les résorber. Et le mécanisme d'élagage, c'est-à-dire ce mécanisme qui supprime les branches basses, c'est un mécanisme microbien où des branches affaiblies sont attaquées par des parasites de faiblesse, ou bien des branches mortes sont mangées par des décomposeurs de bois. Et le bilan, c'est que très rapidement, eh bien, la branche disparaît. Ces champignons-là ne sont pas capables de pénétrer dans le bois plus massif sur lequel est portée la branche, parce qu'en fait, ils ont besoin de beaucoup d'air. Et sur une petite branche, il y a assez d'air qui rentre, mais sur une grosse branche vivante, avec les parties vivantes de l'arbre qui respirent, ça ne marche pas. Donc, ils meurent avec des descendants, hein, ils se sont produits entre-temps, et le cambium, la partie vivante, referme la lésion, ce qui fait que les maladies de cœur ne peuvent pas rentrer, les fameuses maladies de cœur qui pourraient faire pourrir le cœur du bois et fragiliser l'arbre, elles ne rentrent pas. Vous avez souvent donc enterré dans le tronc, comme ça, des branches élaguées, et ensuite les cernes se font avec des belles fibres continues, beaucoup plus résistantes mécaniquement que si on englobait ces branches basses dans la croissance ultérieure du tronc. Mais en plus, regardez, l'écorce s'est refermée et les maladies ne peuvent pas rentrer. Résistance mécanique accrue, absence de point de pénétration pour des maladies de cœur. Vous voyez que c'est un rôle phytosanitaire, et on les a appelés décomposeurs ou parasites de faiblesse, ces champignons, mais je vais vous dire, vu la forme qu'ils donnent à l'arbre, ils lui permettent de fonctionner mieux dès lors qu'il n'a pas besoin de ses branches basses. En fait, ce sont des partenaires, ce sont des alliés vitaux. Et en fait, ces alliés de l'arbre, ce sont aussi des alliés dans le temps. Parce que beaucoup d'arbres propagent leurs graines par des fruits charnus,
Alors, on en mange pas mal. Hein. Alors, ne me faites pas dire que l'ananas est un arbre, mais il y a quand même pas mal d'arbres hein, derrière cette image, n'est-ce pas? Oui, bon, aussi un fruit de la passion. Mais enfin, quand même, globalement, voilà, c'est des fruits qui sont charnus. Et là, on se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi pas mettre toute l'énergie qu'on met dans le fruit dans les graines? Ce serait autant de ressources pour elles, pour germer. Vous comprenez bien que l'intérêt de la pulpe du fruit, c'est d'attirer des animaux qui vont disperser ça, et le disperser d'autant plus que les graines sont contriquées avec les tissus sucrés. Vous voyez, c'est difficile de ne pas se mettre entre les dents ou d'avaler quelques graines de kiwi, par exemple. Bon, alors, ok, ça, les graines de l'orange, on va les cracher. Oui, il faut le temps de les extraire, et la probabilité qu'on les crache en s'étant éloigné de l'arbre où on a pris l'orange, elle est grande. Hein. Donc le bilan, c'est qu'en réalité, ces fruits charnus représentent une forme de dispersion et donc une forme d'interaction avec des animaux. Alors, on peut penser au jet, par exemple, dont les caches de glands, lorsqu'il ne revient pas les consommer, soit qu'il les oublie, soit plutôt qu'il est mort, sont des façons de propager le chêne. On compte qu'après la dernière glaciation, les chênes se sont propagés vers le nord à des vitesses de l'ordre de 500 mètres par an. Oui, les plantes se déplacent, et elles se déplacent par procuration, et d'une certaine façon, on ne peut pas voir la plante sans les animaux. C'est inquiétant aujourd'hui, dans un contexte où on a des réductions de 30% sur les 15 dernières années des populations d'oiseaux en Europe. Ça veut dire que ça fragilise la capacité des plantes à migrer vers le nord, n'est-ce pas? C'est bien de ça dont on parle en fait aussi. C'est d'une fragilisation des plantes quand il n'y a plus les animaux, puisque les animaux les aident à se disperser. Et je voudrais terminer sur le tambalacoque à La Réunion. À une certaine époque, cet arbre, on n'avait que des arbres qui dataient du XVIIe. Et on a découvert qu'en fait, les téguments très épais qui entourent la graine étaient en fait fragilisés uniquement par le passage dans le tube digestif de gros oiseaux, si vous voyez ce à quoi je pense. C'est un arbre de La Réunion, et je vous présente ici le dronte. Il y a peut-être aussi les tortues qui faisaient ça, mais on a tout bouffé, donc il n'y en a plus. Et aujourd'hui, il a fallu réintroduire ça dans le tube digestif de dindon pour restaurer une capacité germinatoire. Et je crois qu'il restait une cinquantaine d'individus à une certaine époque, et maintenant on a réussi à récupérer l'espèce en s'appuyant sur l'un de ces fameux auxiliaires. Oui, ce que vous voyez comme un ensemble d'arbres n'est pas un ensemble d'arbres. Il est profondément habité de microbes qui contribuent à toutes ces fonctions de nutrition, de protection, de mise en forme, et il est aussi propagé vers l'avenir par ces auxiliaires-là. Et c'est ça dont je voulais vous parler. L'arbre, on dit souvent qu'il cache la forêt, mais il cache surtout ses alliés. Marc-André Sellos, merci. Vous avez écrit tous ces livres? Vous avez écrit tout ça? Non, c'est un homonyme qui les a écrits. C'est ChatGPT. Allez, on va poser des questions dans la salle. Qui veut commencer pour Marc-André Sellos, avant d'accueillir Francis Allais dans un instant? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Alors, on vous passe le micro. Allez-y, bonsoir. Alors, à votre voisine. Finalement, pour l'ensemble des forêts, le mieux, ce serait d'interdire définitivement tout fongicide. Alors, en forêt, ils ne sont pas très utilisés, hein, parce qu'on n'a pas les moyens des fongicides. Cela dit, la vigne est une plante forestière qui partage beaucoup de caractéristiques avec les arbres, notamment le fait d'avoir des acariens sur les feuilles. Et là, dans ces cas-là, on utilise beaucoup de fongicides, voire d'insecticides, voire de pesticides en général. Et c'est vrai qu'on fragilise la plante à utiliser ça. On la soigne à un moment de ce qu'il a attaqué, mais le lendemain, elle est plus faible, parce qu'elle n'a plus cet écran complémentaire que représentent ses habitants protecteurs. Donc ça, c'est un des problèmes, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nos méthodes pour tuer les indésirables sont à large spectre, elles tuent tout ce qui est à peu près proche évolutivement, et comme il y a des alliés, vous avez vu, recrutés dans plein d'autres groupes vivants, on finit par tuer des alliés aussi. Il faut que demain, on ait des moyens de lutte plus spécifiques. En forêt, c'est plutôt pour l'arbre en ville que c'est problématique. Ou l'arbre de parc. Que pensez-vous des ensemencements de champignons pour lutter contre des invasions d'autres champignons sur des plaies d'arbres? Alors oui, il y a ça. Alors sur les plaies, ça ne se fait pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, sur les plaies, on met plutôt des plaques de cuivre qui sont antibiotiques ou carrément un mastic. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ça peut aider.
Voilà. Il y a des méthodes, effectivement, pour empêcher la propagation des maladies en foresterie scandinave, parce que le problème, c'est qu'il y a des champignons qui s'installent sur les souches et qui, quand ils ont bien mangé sur les souches, ils attaquent, quand les filaments du champignon, le mycélium est bien nourri, il attaque les arbres voisins. C'est des hétérobasidions, en l'occurrence sur les conifères septentrionaux. Et il y a une méthode de lutte assez intéressante qui consiste à étaler un Phlebiopsis gigantea. On étale des spores de ce champignon qui va manger la souche, mais faire écran à l'installation de l'hétérobasidion. Donc en gros, il ferme les portes d'entrée dans l'écosystème à ces parasites. Ça, c'est des trucs assez intéressants, mais avant de les utiliser, il faut être sûr qu'il y a une bonne recherche pour montrer que, 1, ce qu'on a implanté s'installe, et que 2, il a bien l'effet attendu. Pour le rotstop, c'est le nom de cette spécialité, ça marche. Pour beaucoup de spécialités en vente dans le commerce, ça marche moins bien. Dans ce qui marche, on peut signaler les trichoderma aussi, pour les pulvérisations foliaires, qui sont des champignons, qui mangent des champignons et qui sont de bons auxiliaires. Mais attention à toutes les préparations qui traînent dans le commerce et qui ne sont pas testées. La seule chose dont vous serez sûr, c'est de les payer. Est-ce qu'on a des questions sur Internet ? On n'a pas de questions là pour l'instant sur le net. Ok. Autre question, monsieur. Donc, si l'on prend un gland dans la forêt et qu'on veut le planter dans son jardin, ça ne poussera pas parce qu'il n'y a pas les mycorhizes ? Non, alors ça se propage très vite, les champignons mycorhiziens, et ils sporulent abondamment, témoin les girolles, les cèpes, les russules que vous voyez ou que vous ramassez en forêt. Et donc, dans nos sols, c'est bien rare qu'ils ne viennent pas. J'ajoute qu'un des axes de recherche de mon labo est de montrer que beaucoup de ces champignons... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'installent quand il n'y a pas d'arbres. Mais enfin, ils ont aussi une autre écologie dont on ne sait pas combien elle contribuent dans leur façon de vivre et de se nourrir, mais ils pénètrent aussi dans les racines des plantes voisines. On l'a montré pour des russules, on l'a montré pour des inocibes, on l'a montré pour des truffes. Ils pénètrent dans les racines des plantes qui ne font pas de mycorhizes avec eux, des petites plantes herbacées, qui n'ont pas d'association symbiotique avec, mais on les trouve aussi dans ces racines-là. Et donc, ça veut dire que dans un milieu ouvert, où il y a quelques arbres, ils ont aussi un point d'appui, on ne sait pas à combien ça aide leur installation et leur nutrition, sur des interactions mal caractérisées, peut-être un peu parasites, peut-être un peu neutres, enfin, sur des interactions avec des plantes qui ne sont pas leurs hôtes habituels. Bon, alors ça, c'est un détail de la recherche de mon labo, du coup, ça devient tout de suite ennuyeux, mais vous inquiétez pas, il y a des spores qui circulent partout, et chez nous, ça ne tarde pas à pousser. Par contre, si votre sol n'en a pas, ça peut démarrer plus lentement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonsoir. Bonsoir, j'avais une dernière question par rapport à la mondialisation et le fait qu'on va avoir tendance à délocaliser des espèces qui ont grandi et poussé dans un territoire et du coup qui ont créé une symbiose avec des micro-organismes sur leur territoire. Qu'est-ce que ça engendre aujourd'hui, tous ces déplacements ? Est-ce que ça va favoriser une nouvelle biodiversité parce qu'il y a des nouvelles adaptations ou au contraire ça va en détruire parce que... Non, la biodiversité émerge quand même un peu plus lentement que les conséquences des perturbations que nous induisons. En fait, souvent quand on déplace une espèce, vous voyez, quand vous prenez une espèce américaine et que vous la mettez en France, elle arrive à bidouiller avec les champignons d'Europe et avec les acariens d'Europe. Se dire, on a des preuves que sans doute c'est pas parfait parce que quand des champignons s'introduisent, comme les Oreoboletus par exemple sous les Douglas, quand des champignons de l'air d'origine s'introduisent aussi, des champignons mycorhiziens, ils s'introduisent facilement. Donc on pense qu'il reste quand même de la place sur les racines et que la place n'est pas parfaitement occupée par les indigènes. Néanmoins, ça pousse. Et d'ailleurs, ça peut pousser très bien. Les pins, aujourd'hui, sont invasifs en Amérique du Sud. C'est une vraie catastrophe pour la biodiversité, justement, et ça répond à votre question. Moi, j'ai visité, il y a 6 mois, ces pinèdes. C'est des pinèdes d'enfer. D'abord, les aiguilles ne se décomposent pas, donc vous avez 1 mètre d'aiguille par endroit. C'est impressionnant. Et il n'y a que du pin. Que du pin. Là, c'est dans la Restinga, dans un endroit où vous avez des écosystèmes hyper diversifiés, avec des plantes incroyables, qui sont petit à petit remplacées par ça. En plus, le problème de ces plantes introduites, c'est qu'elles ont un succès, je vous l'ai dit, pour autant que parce qu'elles sont débarrassées de leurs emmerdeurs. Et là, en plus, nous, on a rajouté les auxiliaires. Mais un jour ou l'autre, ces parasites vont arriver à s'introduire avec les échanges incessants que nous entretenons, comme Marc-André qui va visiter les fameuses pinèdes. Et ces échanges-là vont introduire des parasites dans un contexte où les populations se seront développées sans plus de sélection pour résister à ces parasites. Elles sont donc, on peut le prédire, potentiellement
plus sensibles à ces parasites. Donc, ce que ça cache, c'est peut-être un de ces 4 des pinèdes dévastés. On va terminer sur cette bonne nouvelle, Marc-André Sellos. Merci beaucoup. Merci Marc-André.